Chers amis, bonjour et bienvenue, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de la République centrafricaine, parce que l'autre jour, par hasard, je me promenais un peu sur les réseaux sociaux, comme vous aussi vous le faites très souvent. Je me promenais un petit peu et j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai vu que la République centrafricaine, le gouvernement centrafricain a décidé d'aller former de hauts cadres, les cadres de l'administration. Ils veulent les amener tous formation en France. Alors, comme vous savez que moi, je fais régulièrement des émissions sur la France, sur l'Union européenne, sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, sur le monde, sur la Russie, sur la Chine. Je fais beaucoup d'émissions de ce genre-là. Ça a attiré mon attention. Je me suis dit, mais attendez, mais comment nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. En 2025, un pays africain, notamment un pays africain qui était et qui même est encore en partie sous le contrôle de l'État français, ce pays africain ne peut pas prendre ces cadres comme ça, les cadres de l'administration, et les envoyer en formation en France. Non, en sachant l'histoire qui nous lie à la France, euh, ne parlons même pas d'avant la colonisation. Hein. Avant la colonisation, disons, d'avant les indépendances. Avant les indépendances, on sait ce qui s'est passé, c'était atroce, etc. Voilà. Mais après les indépendances, depuis que nos pays africains ont eu leur indépendance dans les années 60, à aujourd'hui, ce que ce pays a fait à la République centrafricaine, c'est incroyable. Ça, on se pose la question, mais c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe chez nos frères en République centrafricaine? C'est-à-dire, en 2025, on ne doit pas prendre ces cadres, les envoyer, se faire former en France, en sachant que ces cadres-là, une fois qu'ils seront formés en France, ils vont venir en République centrafricaine pour défendre les intérêts de la France. C'est probable. Peut-être que certains cadres vont m'entendre parler, ils vont pas être contents. Ils vont dire, ah non, 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 on va aller en France, mais on va venir défendre les intérêts de la République centrafricaine. Mais oui, c'est vrai, mais on a vu de par le passé beaucoup de présidents centrafricains défendre les intérêts français en Centrafrique, au détriment du peuple centrafricain. On l'a vu. On l'a vu avec Dako, le premier président Dako. On l'a vu avec, après l'autre, l'empereur Bokassa. On l'a vu avec Bokassa, hein, qui défendait plus les intérêts français que les intérêts centrafricains quand même. Hein. Je pense que tout le monde a entendu parler des diamants de Bokassa, les diamants qu'il a donnés à Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français. Hein. On a vu après cela Ange Félix Patassé, qui lui aussi défendait les intérêts, on va dire, des Français. Hein. Et oui, c'est ce qu'il faisait aussi. Il faut vraiment le dire, c'est une réalité, on ne ment pas. Par la suite, tous ces hommes-là, par la suite, se sont embrouillés avec la France. Lorsque, par exemple, Ange Félix Patassé, il a voulu dégager la France, il leur a dit, écoutez, dans les années 97, il leur a dit, écoutez, vous allez dégager, vous allez partir, l'armée française va quitter, vous prenez vos bagages, tout le monde s'en va, c'est fini, la fête est finie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais en 2003, hein, parce que lui, il est venu au pouvoir en 1993, en 2003, il a été renversé par Bozizé. Bozizé l'a fait tomber et Bozizé aussi a été aidé. Bozizé a été aidé par la France aussi, hein, pour revenir au pouvoir. Il défendait aussi les intérêts français. Et jusqu'à ce que Bozizé, lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? L'erreur qu'il a eu à faire Bozizé, c'est que lorsque le Tchad, hein, et la France, qui lorgnait le pétrole centrafricain, depuis sous Ange Félix Patassé, hein, parce qu'une fois même Ange Félix Patassé, il a dit clairement, il a dit que bon, lui il sait que le président Déby du Tchad est en train de lorgner le pétrole centrafricain, hein, voilà. Et donc lorsque ce pétrole centrafricain a été découvert et que le bloc A a été donné à la Chine par Bozizé, ça n'a pas plu ça n'a pas plu à Déby, ça n'a pas plu au Tchad, ça n'a pas plu à la France, oui. Évidemment, quand il y a la France quelque part, il y a l'Union européenne et les États-Unis derrière, ça ne leur a pas plu. Bozizé, on l'a fait tomber en 2013. Hein. 2013, il est tombé. Qui est venu? Michel Diotodia, c'est ça? Et quand lui aussi il est venu, bah, il est venu avec l'aide de qui? L'aide du Tchad.
Parce qu'il y avait des mercenaires français, il y avait des Soudanais, il y avait même, j'ai même lu dans certaines documentations qu'il y avait des Maliens. Je ne sais pas, ces Maliens, on les a pris d'où ça? Il y avait des Maliens, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'hommes armés qui l'accompagnaient. Ah oui, des mercenaires français, hein, plein. Hein. Donc, et puis voilà, c'est eux qui ont formé la Séléka, hein, ce groupe armé-là qui a fait tomber Bozizé en 2013. Et quand Bozizé est tombé en 2013 aussi, eh bien, qui est venu Djotodia, parce que c'est Djotodia, Michel Djotodia, qui était à la tête. Mais lui aussi, voilà, il y a eu des soucis là. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé entre lui et les présidents tchadiens à l'époque. Donc, en Afrique centrale là-bas, il y a les différents présidents qui se sont réunis et sous la pression de Idriss Déby, et ainsi, évidemment, sous la pression de la France aussi qui était derrière, et ils ont dégagé Djotodia. Quand ils l'ont dégagé, il a fait seulement 1 an, 2013-2014, il l'a dégagé. Après, il y a une bonne dame qui est venue, Catherine Samba-Panza, qui est devenue présidente, hein, et elle a fait 2 ans, le temps qu'elle fasse le 2014-2016. Entre-temps, il y a le président Touadéra qui est venu. Et lui, il est parti du côté russe accidentellement. Il a essayé de voir comment il pouvait défendre les intérêts de son peuple, parce que les gens se faisaient tuer. Il y avait, à l'époque, avant que lui ne vienne, hein, la Séléka avait été mise en place, les anti-Balaka qui combattaient la Séléka, etc. Donc voilà, c'était assez chaud. Les musulmans et les chrétiens, ça commençait à chauffer un petit peu entre eux. Donc lorsque Touadéra est venu dans tout ceci, et il a essayé de tout faire pour défendre les intérêts de son pays. Hein. C'est comme ça qu'il s'est dirigé vers les Russes. Et franchement, avec la venue des Russes, la situation s'est améliorée. Et voilà, c'est largement calmé. Et voilà. Mais aujourd'hui, moi, mon problème, c'est de voir que ce même président Touadéra, et son gouvernement, qui a quand même été taxé d'un gouvernement qui a permis la venue des Russes en Afrique, et que c'est à cause d'eux que les pays de l'AES et tous les autres pays africains sont en train de se diriger maintenant vers la Russie, parce que c'est ce qui est dit par certains médias mensonges. Et bien, puisque lui, son pays est taxé de cela, voir que lui, il va prendre, que leur gouvernement vont accepter de prendre tous leurs cadres de l'administration, aller les former comme ça en France, alors que de 1960 à aujourd'hui, tous les renversements de régime qu'il y a eu en Centrafrique, la France y a pris part, avec ses médias tels que Jeune Afrique, tels que RFI France 24, tous ceux-ci les ont toujours accompagnés. Les médias qui étaient créés à l'époque, les anciens médias qui étaient créés à l'époque y ont participé, les nouveaux médias qui sont là maintenant, qui ont été créés dans les années 2000, etc., ont toujours participé aussi à ces coups d'État, oui, parce que c'est eux qui assurent le côté médiatique. Hein. Et lorsque je vois que aujourd'hui, après avoir tant souffert, que l'on décide de prendre ces cadres et aller les former là-bas, je me dis, mais est-ce que ces cadres-là, par finir, ne vont pas venir en Centrafrique et défendre les intérêts de cet État impérialiste, alors qu'il y a tellement de pays dans ce monde-là qui ne jouent pas la carte de l'impérialisme. Hein. Il y a des pays tels que la Russie, tels que la Chine, tels que la Turquie. Il y a beaucoup de pays qu'on voit dans ce monde-là qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner un coup de main, mais sans avoir cette propension à vouloir vous cannibaliser, à vouloir vous déchiqueter, à vouloir vous dépouiller de tout ce que vous avez. Non, il y a beaucoup de pays qui ne font pas cela. Alors je suis un peu étonné de voir cela. Donc maintenant, le coup d'envoi a été donné par l'ambassadeur de France qui est actuellement en Centrafrique. Il s'appelle Bruno Fouché. Bruno Fouché, l'autre jour, j'ai vu dans la presse qu'il s'est rendu à Mbaïki, hein, à Mbaïki, c'est ça, Mbaïki. Voilà, il s'est rendu là-bas. Et j'ai cherché à savoir pourquoi il partait là-bas. Et j'ai vu que il est parti pour voir l'avancement de certains travaux. Les travaux du corridor 13. Apparemment, il y a une route qu'ils font, hein, qu'on appelle la route du corridor 13. C'est une route, il paraît, qui est très importante pour le développement économique de la région. Et il est parti là-bas pour superviser cela. Et il a également rencontré les autorités locales et les acteurs de développement
pour discuter des enjeux de la région et des projets de coopération. Il a aussi visité des projets financés par la France, comme des écoles et des centres de santé. Et tout ça, c'est pour toujours continuer à avoir de l'influence sur eux, sur ces Centrafricains. Ils vont toujours continuer à avoir de l'influence sur vous, mais voilà, mais il n'y a pas de développement, ils vont toujours continuer à avoir une mainmise sur vous. Et le jour qu'ils ne sont pas contents, ils vont vous dégager. Et c'est ça le problème, c'est ça le malheur avec eux. Ce n'est pas que nous sommes contre que nos cadres aillent se faire former en France, non. Nous savons que l'administration française, elle est bien taillée, elle est bien réglée. Nous savons qu'il y a beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines là-bas. Nous le savons. Nous le savons, ils sont très compétents dans beaucoup de domaines. Hein, mais le problème, c'est la politique des dirigeants français. C'est la politique. Nous avons des problèmes ici en Afrique avec la politique des dirigeants français. Sinon, les médecins français, ils sont excellents, la cuisine française, elle est excellente, ils sont bien dans l'industrie, ils se débrouillent bien dans beaucoup de domaines. Franchement, il faut le dire en toute sincérité. Hein? Sur le plan éducation, l'école, etc. Sur le plan agriculture, ils défendent bien. Voilà. Mais le problème qu'on a avec eux, c'est la politique française qu'ils mènent en Centrafrique, au Mali, dans tous nos pays africains, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout en Afrique où ils sont. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Les dirigeants français, la politique française, partout où ils sont en Afrique, c'est des problèmes. C'est la raison pour laquelle on se dresse contre eux. On se dresse contre cette politique-là. Parce que nous savons qu'aller former ces cadres là-bas, ils vont mettre des choses dans la tête des cadres là, qui vont faire que quand les cadres là vont venir chez eux, ils vont défendre les intérêts de la France. On le sait. C'est comme ça qu'ils ont fait pour former beaucoup de militaires. Et après, quand ils ont eu besoin d'eux, ils les ont actionnés pour renverser le régime. Hein? Donc, et on sait aussi que la France et la République centrafricaine, comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique, ils ont des programmes de coopération administrative. Donc, des fonctionnaires centrafricains vont suivre des formations en France pour renforcer leurs compétences. Bon, voilà, renforcer leurs compétences. Je n'en doute pas, hein, je sais que les Français forment bien. Hein. Mais voilà, il ne faut pas qu'on leur inculque le virus de défendre les intérêts français au détriment des intérêts africains, centrafricains notamment. Voilà. Bon, maintenant, les domaines dans lesquels ils doivent les former, c'est vraiment beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de domaines, ils sont variés. Mais voilà, je vais juste me limiter. Il y a quelques formations administratives, en administration publique, en gestion des finances publiques, en développement local et même en maintien de paix. Voilà, en maintien de paix aussi, voilà. Donc, bon, maintenant, je comprends aussi, hein, je comprends que la France aussi a peut-être intérêt aussi hein, à améliorer son image en Centrafrique et même en Afrique entière, hein, parce que quand même, il faut quand même savoir que l'image de la France a été vraiment très, très, très écornée dernièrement. Mais le problème, c'est que ils ont beau chercher à améliorer leur image en Afrique, leur politique là, ça va continuer toujours. Leur politique là, qui va consister à essayer de vous renverser si vous ne voulez pas les laisser continuer à avoir de l'influence sur vous. Ils vont vous faire tomber, ils vont vous faire mal. C'est important que les Centrafricains continuent vraiment de défendre les intérêts, notamment les dirigeants centrafricains. C'est important qu'ils continuent toujours de défendre les intérêts de leur pays. C'est important et qu'ils fassent extrêmement attention à la politique française dans nos différents pays. Qu'ils fassent extrêmement attention parce que lorsqu'on essaie seulement de voir comment est-ce que les différents présidents se sont succédés chez eux dans ces 20 dernières années, 20-30 dernières années, on se rend compte que tous les coups d'État qu'il y a eu, tous les renforcements des régimes qu'il y a eu, tous les pousses qu'il y a eu, ça a été fait avec la bénédiction de la France. Oui, la France était derrière tous ces renversements. Et ça, c'est un grand problème. Par exemple, je vous donne le cas de Ange-Félix Patassé, qui tout à l'heure en introduction, j'en avais parlé un petit peu, et qui est venu au pouvoir en 1993. En 1993, il est venu au pouvoir et il y est resté jusqu'en 2003. Mais voilà, ses relations se sont dégradées avec la France, sont largement dégradées, et jusqu'à tel point qu'il a demandé le départ. Il a demandé le départ des forces françaises. Et là, il ne faut pas le faire. Quand tu demandes cela, on te renverse. Voilà. Et lui, il est tombé en 2003. Quand il est tombé en 2003, voilà. C'est Bozizé qui est venu, hein. François Bozizé, il est venu en 2003, et lui aussi il a fait 10 ans, 2003, 2013, et lui aussi ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de son mandat, à un moment donné, il a fait une erreur grave. L'erreur grave qu'il a eu à faire, c'est d'avoir donné le pétrole qui avait été découvert là-bas,
le pétrole qui était juste, on va dire, pas très loin des frontières centrafricaines et du Tchad. Oui, c'était pas loin du Tchad. Ce pétrole qui a été découvert, eh bien, ce pétrole-là, lui, il a signé un accord, avec la Chine. Il a donné ce pétrole à la Chine. Donc, oui, donc, mais on l'a renversé. On l'a renversé en 2013, oui. On l'a renversé. Voilà, mais il y a un message que je voulais passer. Vous savez, tout ce qui est ressources naturelles, tout ce qui est matière stratégique, tout ce qui est stratégique, si vous en avez dans votre sous-sol et que vous devez signer un contrat avec un pays, il ne faut pas le faire avec la Chine. En toute sincérité. Parce que la Chine, là, vos ressources stratégiques, si vous les donnez à la Chine, le jour que ces États impérialistes vont vous attaquer, la Chine ne pourra pas vous défendre. Ça, je vous dis cela. La Chine ne pourra pas vous défendre. La Chine, elle vient, elle prend les ressources naturelles et elle s'en va. Mais elle n'est pas prête à envoyer des militaires, des avions, des je ne sais pas quoi, pour vous défendre. Je vous dis cela. Tout ce qui est matière stratégique, les ressources naturelles stratégiques. Parce que les ressources naturelles stratégiques, il faut savoir, c'est quoi? C'est toute ressource qui permet de muscler le pays qui va exploiter cela. Tout pays qui va venir exploiter cela sera musclé sur le plan militaire. Ça veut dire l'uranium, par exemple. Quand un pays va venir prendre l'uranium chez vous, par exemple des pays tels que la Russie, tels que les États-Unis, tels que la France, mais ça va les rendre plus forts, plus costauds. Oui, même si l'Iran vient prendre de l'uranium, ça va les rendre plus forts. Donc ça, c'est des matières, ça, c'est des ressources naturelles stratégiques, très importantes, qui musclent l'exploitant. Ça muscle son armée. Ça muscle son pays. Ça rend son pays plus fort. Et si ces ressources-là, toi, tu les prends, tu les donnes à la Chine. Mais la Chine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir exploiter. Si elle exploite là, si demain les Américains disent, eux, ils ne sont pas contents de toi parce que tu as donné tes ressources naturelles à la Chine. Quand les Américains vont venir te chercher là, les Chinois ne seront pas là pour te défendre. Si les Français disent qu'ils vont venir te bombarder là, les Chinois ne vont pas te défendre. Si les Britanniques disent qu'ils vont venir te bombarder, les Chinois ils vont prendre leurs affaires et ils vont partir. C'est ce qu'ils ont fait à Touadéra. À Bozizé. À Bozizé. Bozizé, lorsqu'il a donné son pétrole, quand il a donné ça aux Chinois, les Français sont venus avec les Tchadiens, ils sont venus le chercher. Ils ont soutenu la Seleka. La Seleka, c'est un groupe armé. Il y a beaucoup de mercenaires dedans, il y a des Soudanais, il y a beaucoup de nationalités dedans. Mais l'aile dure, les vrais combattants sont les Tchadiens, dirigés par Idriss Déby à l'époque. Il y a même des mercenaires français dedans. Ils sont venus, ils ont enlevé Bozizé. Parce que le pétrole là qu'ils ont découvert, ce pétrole devait être utilisé, devait être partagé entre la France et le Tchad. Mais quand on dit la France, il y a toujours des gens derrière la France. Parce que la France, elle est en sous-traitance. Je l'ai toujours dit dans mes émissions, la France, elle sous-traite pour nos pays, et pour les pays qui sont en haut d'elle, tels que les États-Unis. La France fait de la sous-traitance. Voilà. C'est un pays coxeur, c'est des coxeurs. Eux, ils viennent, ils coxent pour le grand frère. Vous voyez? Donc, maintenant, quand ils l'ont dégagé, eh bien, voilà, les Chinois ne l'ont pas défendu. Et c'est ça le problème. Les Chinois ne défendent pas. Et pourquoi le Tchad devait bénéficier de ce pétrole-là? Parce que le Tchad, je vous dis, c'était en 2013, n'est-ce pas? Parce que le Tchad, déjà, avait engagé ses troupes dans quelques pays africains pour la France. Bah oui, parce que la France on va dire, se reposait un peu sur les militaires tchadiens, afin que les militaires tchadiens puissent faire le boulot à sa place. Et on se rappelle aussi que par la suite, les Tchadiens sont même venus au Mali. Ils sont venus au Mali, ils sont venus un peu partout. Voilà.
Donc, à chaque fois que les Tchadiens aidaient la France dans ces opérations militaires, eh bien, la France, elle essayait de les récompenser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, ces ressources naturelles, si vous les avez, si vous les donnez, si vous les partagez avec les États-Unis ou la France ou les Britanniques, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas beaucoup bénéficier de cela. Parce qu'ils vont vous tomber dessus. Ils vont prendre la part du lion. Et ils vont vous donner seulement une petite partie. Ouais. Bon, maintenant, ces ressources, si vous les partagez avec les Chinois, si vous avez des problèmes, les Chinois vous laissent tomber. Si vous les partagez avec la Russie, les Russes, eux, ils sont équitables. Jusqu'à cet instant où je vous parle, les Russes, franchement, en matière d'affaires, il n'y a pas de souci avec eux. Voilà. Et on souhaite que les Russes restent comme ça. Qu'ils restent comme ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, ce passage-là, je voulais quand même le dire. Après ça, lorsque Bozizé est tombé, il y a Michel Djotodia qui est venu. Donc soutenu évidemment par tous ces pays que j'ai dit. Mais lui, il n'a fait qu'un an. Il n'a fait qu'un an et puis on l'a dégagé. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères français, si je me rappelle bien, c'était Laurent Fabius. Hein. Il a annoncé que le gars doit partir, qu'il ne peut pas rester, il faut qu'il s'en aille. Et puis, il ne s'entendait pas aussi avec le président tchadien. Il y avait beaucoup de soucis, c'était lié à beaucoup de choses. Djotodia, on l'a lâché parce que la Séléka se battait contre les anti-Balaka. La Séléka était largement musulmane, les anti-Balaka, c'était une milice aussi chrétienne. Donc, il y a eu beaucoup... Partout où ces gens sont, où ces gens-là sont, il y a tout le temps des problèmes d'ethnie, des problèmes de religion, des problèmes de guerre ethnique, guerre religieuse, vous le savez. Alors, après ça, par la suite, ils ont fait venir Catherine Samba-Panza, qui a fait 2 ans. Et après, il y a le président Touadéra qui est venu. Et lorsque le président Touadéra est venu, lui aussi, il a eu des difficultés. Parce que quand il est venu dans ce grand cafouillage-là, il avait beaucoup de problèmes. Il voulait aider son pays. Et c'est comme ça que il a fait appel aux Russes. Et comment il a fait appel aux Russes? On écoute l'élément maintenant d'Alain Foucault. Tenez, le 30 mars 2016, c'est l'investiture de Faustin Archange Touadéra, qui vient d'être élu président de la République centrafricaine. Présent à la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères français. Jean-Yves Le Drian, représentant de la France à la cérémonie, annonce lors de la conférence de presse, tenez-vous bien, la fin de l'opération Sangaris, pour la fin de l'année. Cette force française qui était sur place pour le maintien de la fragile paix. Le nouveau chef de l'État est surpris. On ne lui en a pas parlé. Il est sidéré. Comment va-t-il faire face aux nombreuses rébellions auxquelles il fait face? En retirant ses troupes, il est évident qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est un nouveau coup dur pour le nouveau pouvoir. Surtout qu'en face, la rébellion gagne du terrain. Pour éviter d'être à nouveau balayée par une énième rébellion dans ce territoire où elle se multiplie au gré des intérêts minéraliers, pour essayer de conserver un semblant de paix dans ce territoire exsangue qui bat des records de coups d'État, il se rend à Paris dès le mois suivant, le 24 avril 2016, où il est reçu par le président François Hollande. Il lui demande de maintenir absolument l'opération Sangaris. Sangaris demeurera en Centrafrique, je vous l'assure, et nous ferons en sorte qu'il y ait, pour aider les forces centrafricaines, le soutien indispensable et la présence de nos militaires pour vous accompagner dans la tâche d'encadrement de l'armée centrafricaine qui est essentielle pour assurer la sécurité. Après cette belle promesse faite avec toute la solennité dans la voix devant la presse, lorsque le président Touadéra rentre à Bangui, le ministre des Affaires étrangères français annonce, quelques jours après, le 13 mai 2016, la fin de l'opération Sangaris. Dans la foulée, le même 13 mai de l'année 2016, le président François Hollande, dans un voyage éclair et surprise à Bangui, rend visite à ses troupes où il annonce, tenez-vous bien, le désengagement militaire de la France en RCA. Il le justifie par les trop nombreuses interventions des forces françaises à l'extérieur, le Sahel, la Syrie, la Libye, etc. Ma responsabilité de chef de l'État, une fois que cette opération a été menée à son terme, et avec le succès que l'on vient de saluer, alors c'est d'y mettre un terme. Il faut noter qu'un mois et demi plus tôt, il avait assuré le chef de l'État Touadéra du maintien de l'opération Sangaris. Quel respect pour son homologue africain. Dès le mois d'octobre, Jean-Yves Le Drian vient annoncer la fin de l'opération Sangaris. Terminé.
Voilà, ça montre que pour assurer la sécurité, en Centrafrique, eh bien, le président Touadéra avait besoin de la présence française. Il avait besoin de l'armée française, notamment l'opération Sangaris, pour assurer la sécurité dans son pays. Vous imaginez, pour que dans ton pays, tu puisses quitter une ville pour une autre ville, tu puisses quitter un quartier pour un quartier, tu puisses faire des mouvements, faire tes activités, pour que les enfants puissent aller à l'école, jouer à l'école, pour que nos femmes, nos mères, nos filles puissent aller au marché tranquillement et tout cela, il faut l'armée française chez vous. Alors, mais donc, ça veut dire que la solution de nos pays africains, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir des armées fortes. Ça veut dire que la solution, il faut que nous ayons des armées fortes. C'est ça la solution. Si nous avons des armées fortes, il n'y aura pas de problème. Ces armées vont assurer notre sécurité. Oui, c'est parce que la France a une armée forte, capable de défendre la sécurité, que Touadéra, le président Touadéra, Faustin Archange Touadéra, a demandé à ce que Sangaris reste. Alors, aujourd'hui, nous, dans l'AES, nous sommes en train d'avoir des armées fortes. Nos armées se battent. C'est vrai, il y en a qui tombent, il y en a qui sont blessés. Mais nos armées sont en train de devenir de véritables armées qui sont capables de nous défendre. Oui, aujourd'hui, les armées se battent. Imaginez un petit peu les attaques qu'on a reçues dernièrement. En l'espace de quelques semaines, il y a eu beaucoup d'attaques. Ils ont enchaîné les attaques. Mais si c'était en 2012-2013, parce qu'en 2012-2013, ils ont fait la même chose, mais il y a les 2 tiers du pays qui sont tombés. Les 2 tiers du pays sont tombés au Mali. Immédiatement, l'armée n'a pas tenu. La chaîne de commandement, tout est parti. Mais là, ce n'est pas le cas maintenant, en 2025. Donc, on est en train de se diriger vers les armées fortes. Il faut que tous nos pays-là aillent vers les armées fortes. Alors, on va revenir sur l'élément. Alors maintenant, lorsque le président français, Hollande à l'époque, avait dit à Touadéra, « Ah, monsieur Touadéra, il n'y a pas de problème, l'armée française va rester. » Et juste un mois après, il vient et dit « Non, c'est fini. » Jean-Yves Le Drian aussi dit « Non, c'est fini, on va pas rester. » Alors, ils disent « On va rester », après ils disent « Bon, non, on s'en va. » Alors, qu'est-ce que Touadéra va faire? Il va se diriger vers... Fini. Pas de bilan, pas de préparation, pas de remplacement. Démerdez-vous. De guerre lasse, le président centrafricain vient voir pour la dernière fois, le 21 mars 2017, François Hollande, et lui demande, puisqu'il est nu, puisque personne ne peut plus protéger la capitale d'une rébellion qui menace, s'il peut lui fournir au moins de l'équipement pour son armée. Une armée qui fait la risée de tous, puisque pour s'entraîner, pour ses opérations, pour les simulations, ces hommes en tenue font les exercices avec des bâtons. Oui, ils utilisent des bâtons comme fusils. Leurs images en train de mimer des bruits de coups de feu avec la bouche ont fait rire toute l'Afrique et le monde. Elles ont tellement circulé sur les réseaux sociaux. Alors pour stopper cette situation ridicule et suicidaire, le président Hollande promet 1500 armes à la RCA. Touadéra va s'en contenter. Mais ce n'est pas gagné non plus. Lorsque le président Emmanuel Macron arrive aux affaires en France, le président Faustin Archange Touadéra s'organise pour être rapidement reçu par lui à l'Élysée, dès septembre 2017. Il veut qu'on lui donne les armes promises. Il les attend toujours. Le président Macron l'informe que les armes sont disponibles, mais que leurs livraisons sont bloquées par la Fédération de Russie, qui a émis des réserves au Conseil de sécurité. Rappelons que la RCA est sous embargo depuis 2013, du fait de la grosse crise de 2012-2013. Le président Touadéra se demande alors pourquoi la Russie peut lui en vouloir au point d'empêcher qu'on lui fournisse des armes pour se défendre. Le président Macron lui recommande de solliciter la Russie pour faire lever le blocus, chose que s'empresse de faire le chef de l'État centrafricain dès son retour à Bangui. Il découvre à l'occasion qu'il existe une ambassade de Russie dans son pays. Il convoque alors l'ambassadeur et obtient le contact à Moscou pour solliciter la levée de la réserve émise par Moscou. Lors de la rencontre à Sochi avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov lui explique que la Russie n'a rien contre la RCA, mais qu'elle applique simplement une jurisprudence qui dit que des armes saisies sur un terrain de conflit ne peuvent être à nouveau utilisées, mais doivent être détruites. C'est dans l'application de cette jurisprudence que la Russie a émis des réserves. En gros, à cette occasion... Vous voyez, c'est-à-dire, franchement, le président Touadéra, il s'est battu. Vous imaginez ce monsieur,
il se faisait tourner en rond par le président Hollande, par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. On le fait tourner en rond, on lui fait tourner en rond. On lui promet 1500 armes. Après, Hollande, son mandat est fini, il s'en va. Macron vient. Macron, à peine arrivé, commence à le faire tourner en rond. Mais Macron pouvait lui dire directement, le président Macron pouvait lui dire, non, monsieur Touadéra, écoutez, les armes que Hollande vous a promises, c'est des armes qui ont été saisies sur un terrain de conflit. Ça a été saisi avec des groupes armés. Les lois internationales disent que ces armes-là doivent être détruites. Parce que l'armée française, elle a saisi ces armes-là avec des groupes armés. Ces armes doivent être détruites, selon les textes internationaux, selon les lois. Donc, Hollande aurait pu le dire depuis le départ. Jean-Yves Le Drian pouvait le dire depuis le départ. Vous voyez un petit peu. Macron aussi pouvait le dire. Mais aucun d'eux ne lui dit, on le fait tourner, on le fait tourner. Et Macron, en espérant le faire tourner, parce que Macron, pour lui, il le fait tourner en bourrique, il dit, non, écoute, va voir les Russes, c'est les Russes qui sont en train de faire le blocage, ils ne veulent pas que je te donne les armes. Voilà. Et c'est comme ça que le monsieur, il va voir les Russes, il va voir Lavrov. Et quand il rencontre Lavrov, Lavrov lui dit, mais attendez, mais c'est pas nous, on n'est pas contre ça. Il y a une jurisprudence qui est là, il y a des textes qui disent que, bon, quand on saisit des armes sur un conflit, les armes sur un terrain de conflit, on ne peut pas donner ces armes-là à une armée régulière pour se battre. Et là, c'est là que Lavrov lui demande, mais vous voulez combien d'armes? Il lui dit 1500. Bon, pour Lavrov, c'est dérisoire. Mais un pays qui veut 1500 armes, Lavrov, il se dit, mais c'est pas possible. Il se dit, c'est pas possible. Et Lavrov, il va voir Poutine. Poutine dit, quoi? Il veut 1500 armes, 1500 seulement. Il dit, non, on va lui donner 3000 et puis il a qu'à partir. Vous voyez? Et là, maintenant, lorsque il a eu ces 3000 armes-là, c'est la France maintenant qui dit, ah non, attendez. Hein. Parce que là, la France a compris maintenant qu'il y a problème. Parce qu'en envoyant le gars balader, ils se sont rendus compte que le gars, finalement, il s'en tire bien parce qu'il a, au lieu de 1500, il a 3000 armes maintenant. Et là, ça devient un problème. 3000 armes pour lui, il va pouvoir se défendre. Et s'il arrive à défendre la capitale Bangui, eh bien, les coups de pression que la France, elle faisait à chaque fois, là, ces coups de pression, on ne peut plus les faire maintenant. Hein? Non, maintenant, la France, elle bloque, elle dit, ah non, mais écoute, on n'a pas le droit de donner 3000 armes comme ça à un pays comme ça. Si on les donne, les lois disent qu'il faut forcément envoyer des gens pour leur montrer comment ces armes fonctionnent. Et c'est là que les Russes disent, il n'y a pas de problème, on va envoyer les instructeurs. Et c'est comme ça que les Russes, ils ont pris pied là-bas, en Centrafrique. Et les Français disent, ah non, mais les Russes sont venus, on n'est pas d'accord, il faut que les Russes s'en aillent. On écoute le reste très rapidement. Le président centrafricain découvre que les 1500 armes que la France voulait lui livrer étaient des armes qui avaient été saisies chez les Chebab, les islamistes sanguinaires de Somalie. Bref, des armes usagées qui ont déjà fait couler du sang. Au lieu de les détruire, on essayait de les refourguer, de les donner aux soldats centrafricains. Voilà pourquoi la Russie a mis son veto. Dans la conversation, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, lui demande de combien d'armes il s'agit en fait. Il ne savait pas. Touadéra lui dit 1500 armes. Surpris par la faible quantité, par la ridicule quantité des armes, le ministre lui promet de lui en donner autant, 1500. Amusé, il téléphone alors à son président Vladimir Poutine, qui finit même par décider qu'il va lui en donner le double, 3000. Il est neuve. Content de la moisson, le président Touadéra n'imagine pas que le nouveau veto va venir de Paris cette fois-ci, qui estime que la règle veut que pour livrer des armes à une armée, il faut qu'elle soit d'abord formée à leur maniement. Cette fois-ci, c'est Paris qui bloque la livraison des armes à la République centrafricaine au Conseil de sécurité. C'est ainsi que pour lever la réserve, la Russie propose de mettre à disposition des instructeurs russes pour former les soldats centrafricains sur l'utilisation des armes neuves qu'elle met à sa disposition. Des notifications sont adressées dans ce sens au Conseil de sécurité. La Russie va même indiquer la composition des instructeurs. Tout est donc fait et mis à la connaissance des États membres du Conseil de sécurité. À la livraison des armes notifiées, tous les États membres du Conseil de sécurité accrédités à RCA sont présents. La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni via la représentation de l'Union européenne. Voilà comment la Russie entre officiellement en République centrafricaine. Sur le terrain, les résultats vont être spectaculaires. Les groupes armés qui paradaient et qui faisaient peur à la MINUSCA et ses 16 000 hommes, à Sangaris et ses 1600 soldats vont être mis en déroute. Vous voyez? Et là, lorsque
Franchement, on remercie Alain Foka pour cet élément qu'il a eu à faire il y a 3 ans, quoi. Parce qu'il y a ces informations que le commun du mortel ne peut pas avoir. Il y a ces infos qu'on ne peut pas avoir. Et quand on a eu ces informations, on était très contents. Vous imaginez donc, lorsque les Russes sont venus avec des instructeurs, etc., évidemment quelques combattants, eh bien, les groupes armés, parce qu'en Centrafrique, à cette époque-là, il y avait à peu près 17 groupes armés. Hein. Il y avait à peu près 17 groupes armés qui étaient là et qui embêtaient les Centrafricains. Et lorsque les Russes y sont venus, tout de suite, ils ont commencé à faire le nettoyage. Hein. Tout de suite. Et ces groupes armés faisaient peur à Sangaris, qui avait 1500 hommes, donc l'opération française qui était là-bas, et faisaient peur aussi aux 16 000 hommes de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Et c'est tout comme chez nous. Il y avait l'opération Barkhane, et il y avait l'opération MINUSMA. La MINUSMA qui, à un moment donné, on a dit, bon, ça suffit, la MINUSMA, il faut repartir. Il faut rentrer chez vous parce que, voilà, ça ne peut pas y aller, quoi. Voilà. Donc les Centrafricains, malheureusement, il y a toujours la MINUSCA chez eux. Et tant qu'il y a la MINUSCA chez vous, ça ne va pas se régler. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Il faut prendre les choses en main. Centrafricains, prenez votre pays en main. Prenez les choses en main. Il n'y a pas beaucoup d'États dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de pays dans ce monde qui peuvent vous aider à prendre votre pays en main. Allez-y vers les pays qui peuvent vous aider à prendre votre pays en main. Prenez votre armée en main. Prenez les choses en main vous-même. Ça, je vous le dis. Hein. C'est toujours passé par eux. Formation par-ci, formation par-là, ceci par-là. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire de bonnes collaborations avec les pays qu'il faut. Et vous allez vous en sortir, Inch'Allah. Ok, allez, merci les amis, merci beaucoup. L'émission était longue, je m'excuse. Hein. Merci et à bientôt.